Bienvenue et l'objectif c'est de vous partager juste un petit peu de contexte sur Batch. Alors je vais essayer, j'ai un slide qui raconte ce qu'on fait parce que je vais vous éviter la page de réclame. C'est plutôt pour vous raconter ce qu'on fait en termes d'orga euh, au niveau de l'engineering et notamment de la fonction staff et vous donner un petit peu d'infos. Et voilà, vous donner un peu de visibilité sur ça. Ça commence comment chez Batch? Essentiellement en lisant le bouquin un peu emblématique que beaucoup de personnes ont lu dans ce meetup, j'imagine, donc on ne va pas en parler pendant 20 ans, mais ça nous a permis un peu de nous éclairer sur les différentes incarnations du staff engineer. Et en fait, nous, c'est arrivé à un moment donné, on est en train de redéfinir notre carrière path en interne sur toutes les fonctions de la boîte, pas juste à la tech. On s'est gratté un peu la tête pour comprendre comment on allait organiser ça. Et puis en fait, ce job n'existait pas formellement, on l'a fait émerger. Ça donne un carrière path, je ne sais pas si c'est très lisible, qui est assez simple, très commun, qui est en gros le premier job sur la partie, on va dire, contributeur individuel, c'est il y a un job de junior software engineer. Enfin, si, il y a un truc important que je n'ai pas dit, par contre, c'est que au début, on avait plein de jobs différents qui étaient front, back, data engineer, SRE, DevOps. Et en fait, quand on a fait ce carrière path, on s'est dit, OK, on va faire un truc, c'est qu'on va arrêter tous ces trucs-là et on va faire un seul job qui va s'appeler software engineer. Cette année, la première année, on a complètement aligné la grille de REM cross skill set, on va dire, sur un seul job title qui est software engineer. Désolé pour les anglicismes, mais bon, c'est plus simple. Et donc, le carrière path, c'est software engineer chez nous, avec junior, software engineer, donc aussi, on appelle ça intermédiaire, mais qui est un nom très heureux, je trouve. Donc, c'est software engineer. Puis, senior software engineer. Là, on a un fork. On peut aller plutôt sur la voie du management et devenir engineering manager, ou continuer et devenir staff engineer. On imagine assez aisément qu'un jour, on se posera la question de savoir si on veut des senior staff ou des principals, sait-on jamais. Mais cet animal n'existe pas encore dans les contrées de Batch aujourd'hui. De l'autre côté, on a un job de senior engineering manager qui a été créé et qui est un peu différent des autres contextes, que souvent les senior engineering managers managent des managers et ce n'est pas le cas chez nous, on n'est pas assez grand pour ça. Pour vous donner un petit peu de chiffres très simples, chez Batch, on va dire tout product and tech inclus, on est une grosse quarantaine. À la tech, on est 34, moins inclus. 28 contributeurs individuels, dont 3 staff engineers et 10 senior engineers. Ça m'a longtemps posé des questions parce que je trouvais qu'on était on avait une surreprésentation senior dans la population qu'on avait. Souvent, on a une gaussienne qui est plutôt au niveau des software engineers, enfin des niveaux 3 chez nous, qu'on appelle, et un peu de seniors et encore moins de staff. C'est lié à plein de choses historiques de la boîte, son ancienneté, des gens qui sont restés très longtemps et qui sont encore là, et notamment 2 des staff engineers sur les 3 sont là depuis plus de 10 ans, en la personne de Vincent et Arnaud, que vous verrez, et j'en suis bien ravi. Et puis aussi parce qu'on a une boîte de SaaS B2B et je pense que ça introduit une nécessité de seniorité un peu différente d'un business B2C ou C2C comme moi j'ai pu les rencontrer dans le passé, quoi. En 2 mots, qu'est-ce qu'on est? Batch, c'est une Customer Engagement Platform. Alors, c'est un gros mot pour dire quoi? Pour dire que, en gros, on est une plateforme pour les marques pour interagir avec leur base d'utilisateurs et interagir avec des scénarios simples et ou complexes. On vient du monde plutôt du push, donc des push notifications iOS, Android et web push. Et en vrai, on a fait un pas de côté, on est plutôt rentré dans un monde dit omnicanal, où globalement on fournit un SDK et des API pour ingérer des événements et de la donnée utilisateur, pour avoir une base de données utilisateur pour les marques qui sont nos clients, sur lesquels on va faire de la segmentation et des orchestrations et ensuite shooter sur différents canaux qui peuvent être les push, mais aussi le mail et le SMS. Alors dans les push, c'est une famille un peu plus complexe que ça. Il y a les push natifs que vous connaissez, il y a les web push et il y a aussi ce qu'on appelle les in-app, qui sont des espèces d'interactions au lancement d'une application mobile où on peut faire des espèces de landing page ou des pages d'onboarding au lancement d'une appli, des interactions un peu plus compliquées. Et ça s'incarne par ce genre d'outil-là, qui est un peu la partie la plus visuelle de notre business, qui est en fait une grande page d'orchestration où un CRM manager va commencer à designer un truc du type je rentre dans une orchestration par tel type d'événement, je peux attendre. Là, je vais vérifier, alors vous ne le voyez pas, mais ça vérifie si un utilisateur qui rentre dans une orchestration est opt-in ou pas, c'est-à-dire il a accepté la réception de messages. Ensuite, on peut tester plein de choses du type est-ce qu'il est premium, pas premium. Est-ce que là, ce scénario, c'est un scénario de panier abandonné, c'est un use case super connu dans le marketing. En gros, quelqu'un a commencé un truc dans son panier
et il n'a pas converti l'achat tout de suite. Et donc, on va attendre un petit peu, puis on va lui dire, hey, s'il n'y a pas d'événement d'annulation qui dit que son achat a été converti en réel achat, on va dire, hey, salut, regarde dans ton panier. Et ça, on peut le faire de manière assez différente. Si on voit, par exemple, dans un premier temps, on va lui envoyer une push. Si il est opt-in, s'il n'est pas opt-in, on va potentiellement lui envoyer un email et puis on va pouvoir attendre différents événements. Alors, je ne vais pas le décrire parce qu'en fait, l'automation, elle est beaucoup plus large que ça. Mais c'est à peu près ça notre taf, quoi. Notre taf, c'est un moteur d'orchestration pour faire des scénarios d'interaction assez complexes avec les utilisateurs et en amont de l'ingestion de données à gros volume et en aval de l'envoi de messages à gros volume et de la récolte d'analytiques sur les envois de messages pour justement décider avec qui on va communiquer. Ça donne une stack comme suit. On est plutôt Go, Java, React. Donc en back-end, plutôt Go, Java. On avait un peu de Python, on a arrêté. Pour un peu consolider notre stack de langage, on va dire back-end. React, TypeScript. Beaucoup de Kafka, qui est l'épine dorsale de communication de toute notre archi. Historiquement, énormément de Cassandra. Un nouvel entrant qui est du ClickHouse depuis 2 ans maintenant, où on commence à avoir des volumétries sympas. Pour donner un peu d'idée, on fait 1,5 million d'opérations secondes avec des pics de 4 millions sur Cassandra, 1 milliard d'événements qu'on ingère généralement, qu'on traite par jour. Ça peut être assez fat. Historiquement parlant, nos clients sont beaucoup dans le monde du média, donc en fait, ils ont besoin de délivrer des notifs super vite, en fait. Donc on a des enjeux d'ingestion, de traitement d'événements et d'envoi de messages le plus real-time possible. Il y a d'autres boîtes qui font ça, mais qui sont plutôt dans un modèle où on ingérait de la donnée et on la rendait disponible à 24 heures plus tard, admettons, et nous, on est plutôt dans le game un peu moderne qui est temps réel, mais donc du coup, ça introduit pas mal de choses. On en shoot environ 2,5 milliards de notifs par jour, donc ça commence à faire un peu de volume. Sur nos clusters, pour vous donner un peu d'idée, 500 Tera de données sur Cassandra, ça fait des machins un peu fat à manipuler. On est plutôt en train de leur casser un peu la figure pour voyager un peu plus léger, mais il y a quand même des gros mastodontes. 150 Tera de Kafka, 10 Tera sur ClickHouse qui vont vraiment aller en grossissant avec des use cases assez intéressants. Pour l'anecdote, on manage quasiment une énorme majorité de nos serveurs en bare metal. On n'est pas sur un cloud public, pas d'Amazon, pas de GCP. C'est une volonté notamment inhérente à des... Alors, historiques, mais aussi, surtout pour des raisons de souveraineté des données, pour pas mal de nos clients, en fait. Ça induit qu'on a une équipe infra qui est dans le dur du sujet, quoi. Voilà. Pour toi, quand tu dis bare metal, tu parles de colocation, tu parles du Scaleway, On est chez OVH. On est chez OVH, ouais. Donc on gère un peu plus de 550 serveurs chez OVH, qui généralement vont soit hoster nos DB, soit prendre un cluster cube qui va gérer tous les microservices qu'on est en train d'opérer, quoi. On a plusieurs clusters cubes, mais voilà. Qui pourrait d'ailleurs probablement être une session à part entière, parce qu'on a fait un gros renouvellement de nos clusters cubes assez state of the art, et je pense que ça donnera probablement lieu à un talk assez sympa là-dessus, quoi. J'en ai fini. C'était plutôt pour vous donner du contexte. Non, mais l'idée, c'était pas de faire une page de pub. Il y a eu 3 sessions chambées derrière, donc c'était pour vous dire où vous mettiez les pieds et dans quel contexte on est. Ravi de discuter de ça avec vous en buvant une binouze et en mangeant un morceau de pizza après les talks. Mais c'est terminé. Je cherche Alice. Elle est devant moi, évidemment. Tu prends ton laptop, c'est ça? Ça roule. Donc je peux débrancher le mien. Pardon? Pardon, je vais surtout te filer ça sera plus facile. Attends, je vais essayer de ne pas casser mon ordi. Tiens. Ah, tu es sur le début? Ok. Je vais découvrir les slides en même temps que vous alors. Voilà, globalement c'est le programme du jour et on est dans les temps pour l'instant, donc c'est cool. Un petit rappel de ce que c'est Stack 42 pour ceux qui viennent pour la première fois. Il y a des gens qui sont là pour la première fois ou... Ah ouais, d'accord quand même. Ok, bah bienvenue. Donc globalement c'est un Slack, on est presque 230 membres donc. C'est notre 5e meet-up, il y en a un autre la semaine prochaine à Bordeaux, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. On a fait aussi un BOF à Devox et on vient d'apprendre aujourd'hui on était pris pour cette année aussi, donc on aura une salle à Devox pendant 1 heure le jeudi soir. Donc on communiquera un peu autour, mais n'hésitez pas à venir. Parmi les activités qu'on a déjà fait, donc il y a des repas qui s'organisent, on en a eu à Nantes, peut-être à Lyon aussi déjà.
à Bordeaux aussi également. On essaie de faire des BBL, on en a fait chez SNCF Connect notamment, et on a fait un peu de peer mentoring. On a fait 2 groupes de peer mentoring, mais tu en reparleras un peu plus en détail juste après. On va vous prendre 5 minutes, hein, vous inquiétez pas. Les talks intéressants arrivent. On voulait dire merci aussi aux gens, tous les gens qui sont impliqués, ce qu'on va appeler le bureau, entre guillemets, de l'année 2024, qui est aussi la première année de Staff 42. Et je vais faire une transition assez rapide. Pour 2025, on est 4 pour l'instant à s'être réengagés là-dedans. Alors, c'est pas particulièrement chronophage. On se voit 1h30 sur l'heure du déjeuner le jeudi une fois par mois. Mais c'est toujours sympa. Enfin, on a besoin de gens qui ont envie de s'impliquer, de mettre de l'énergie et de faire que tout ça reste possible. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Pour nous contacter, le moyen le plus simple, c'est le Slack. Et si vous n'êtes pas inscrit sur le Slack, il y a les QR codes un peu partout qui permettent de vous inscrire. Sinon, c'est staff42.org. Voilà, c'est hyper simple. On a limité un peu les inscriptions. Il y a une étape de validation manuelle parce qu'on veut éviter que ça devienne un terrain de chasse pour recruteurs ou ce genre de choses. Et on essaie de rester un peu entre nous. Et ça se passe pas trop mal jusque-là. Voilà. Vous aurez le droit de rencontrer des personnes super sympas, n'est-ce pas? Donc voilà, appel à volontaires, vraiment, si vous avez envie de venir nous donner un coup de main. Alors, il ne faut peut-être pas qu'on soit 30, mais on peut être largement plus que 4, n'hésitez pas. Merci. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir, de venir donner un coup de main, donc il y a Guillaume, moi, Alice, Théotime qui est là aussi aujourd'hui, puis Adrien, il ne peut pas être là. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Si vous avez des idées d'activités que vous voulez faire, vous avez envie de développer, etc., vous êtes les bienvenus pour discuter. Moi, je voulais vous présenter une activité, par exemple, le peer mentoring, qu'avec justement Guillaume et Adrien, on a animé l'année dernière. L'idée, en fait, c'était d'avoir, parce qu'en fait, Staff 42, l'idée, c'est de pouvoir échanger entre staff sur les pratiques, comment ça se passe dans différentes boîtes, que ce soit technique, mais aussi organisationnel. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des fois, en meet-up, on peut parler de certaines choses, mais en petits groupes, on peut des fois aller plus loin. Et c'est ce qu'on a fait via ces systèmes de peer mentoring. Donc, on a fait des sessions l'année dernière. On a fait 4 sessions de 1h30. Et l'idée, c'est un petit groupe de 4 personnes avec une personne qui facilite. Chaque personne arrive avec un sujet qu'on a envie de discuter avec d'autres, pouvoir avoir des avis. Donc, ce n'est pas un café philosophique sur les avancées de l'AI. C'est vraiment un challenge que vous avez un peu au jour le jour, où ça cale un peu et vous aimeriez bien aussi pouvoir être aidé par vos pairs. Nous, en tant que facilitateurs, on aide justement dans la gestion du temps, les discussions et que ce soit fructueux, très confidentiel justement, comme aussi les discussions. Donc, on va relancer des sessions. Il y a ici où les petits QR codes aussi, si vous voulez vous inscrire. On va essayer de lancer ça début mars. Si vous êtes, ça vous tente aussi, que vous voulez en apprendre un petit peu plus, je crois qu'il y a Fabien qui a participé l'année dernière. Ah oui, et Nicolas aussi. Donc, vous pouvez aussi discuter avec eux et les gens ont trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir faire ces discussions en petit comité de gens de boîtes différentes. Donc, voilà un petit peu pour la pub pour ce peer mentoring. Et du coup, on peut passer au talk. Et donc, le premier, ça va être... ah oui, pas du tout celui que je suis en train de montrer. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter Lucas, parce qu'on a demandé au speaker un peu de nous donner un peu une bio. Et souvent, c'est une bio, ah voilà, je fais du dev et tout. Et en fait, en regardant un petit peu leur bio, je me suis rendu compte qu'en fait, là vont passer les speakers sur les 3 talks. On a à peu près, j'ai compté 72 années d'expérience cumulées, qui vont venir, passées par 24 boîtes différentes en France, US, voilà. Et j'imagine que dans cette salle, il y a sûrement des siècles d'expérience partagée. Et c'est ça qui fait la richesse, justement. Donc, Lucas, qui est ingénieur, Lucas Di Cioccio. Voilà, j'ai réussi. Justement, scientifique, ingénieur qui est passionné de tout ce qui est système, programmation fonctionnelle.
et aussi modélisation mathématique. Il a fait une thèse en système réseau à l'université de Sorbonne avant de rejoindre Google, où il a travaillé notamment travaillé et été on call pour la traffic team. Donc la traffic team de Google sur les DNS et les load balancers. Donc ça veut dire beaucoup de requêtes par seconde. On ne parle pas des centaines, on ne parle pas des milliers, mais on parle de millions de requêtes par seconde à gérer, avec un SLA de 3 minutes pour arriver et gérer l'incident. Donc j'imagine une gestion d'adrénaline assez importante pour Lucas. Donc pendant 2 ans, puis ensuite il a rejoint en tant qu'architecte et staff VP, vente privée, pour faire justement un projet de transformation et de convergence de plateformes dans un cadre de fusion de filiales internationales. Et depuis récemment, rejoint Early Startup très tôt. Alors je ne sais pas comment on prononce, c'est Echo HQ, Echoes. Ok, Echoes. C'est un alumni de Y Combinator qui travaille sur des plateformes d'analytique pour les équipes d'ingénierie. C'est à peu près. Et donc, il va nous parler un peu du rôle de SRI qui est apparu chez Google et puis qui, justement, après, s'est diffusé un peu plus et transformé en DevOps et un peu toutes ces pratiques de DevOps, celles qui ont été adoptées et puis aussi oubliées. Donc, voilà. Merci. Je te laisse le micro. Comme ça. Ah oui. Il y a quelque chose encore? Oui, partager cet onglet de la place avec comme bouton sinon. Ça a l'air pas mal. Et maintenant, dans slideshow. Bon, merci Alice pour la présentation. Bonsoir à tous. Puis, je voulais remercier, je crois que c'est Adrien qui m'a dit faudrait que tu donnes un talk, j'ai regardé ton CV et tout. Alors, on verra après si c'est intéressant. Hein, c'est vous de juger, hein, ce sera à vous de juger. Et puis Nicolas Chapuis qui m'a fait venir dans Staff 42, qui m'a fait découvrir ça. Nicolas, Pierre Chapuis. Je sais pas pourquoi. En plus, désolé. Et voilà, merci à tout le monde. Donc, je vais parler de Blast Radius from the Past. Parce que l'introduction a déjà donné pratiquement toutes les informations. J'ai plus rien à faire en fait dans ce talk. Bon, à propos de moi, voilà, vous pouvez me trouver avec Lucas Di Ciocio, c'est comme ça se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce, dans de moins en moins de places parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir des espaces sur les réseaux sociaux, on va dire un peu corrects. Voilà, mon CV, tu as oublié un stint à Scaleway d'1 an, c'est pas très important. Et voilà. Mais grosso modo, voilà, j'ai un parcours d'ingénieur slash scientifique français typique. Ensuite, j'ai vu des grosses boîtes, et puis maintenant des plus petites boîtes, des startups, donc un peu de tout. Et pour la vraie introduction, en fait, j'ai rien à dire. Hein, parce que voilà, j'étais à SRE à Google il y a une dizaine d'années. Et depuis, en fait, il y a eu toutes les pratiques en fait SRO, elles ont été répandues dans l'industrie. Il y a eu beaucoup, on va dire, de outreach, des équipes de Google pour parler en fait de qu'est-ce qu'ils faisaient à Google, c'était quoi ce rôle SRE qui est si mystérieux, pourquoi est-ce que c'est différent. Donc il y en a une palanquée de livres. Il y a sur le site, je suis allé voir juste avant le talk en fait pour revoir qu'est-ce qu'ils avaient mis à jour. Il y a vraiment de tout. Il y a des pratiques, il y a des templates de documents, il y a plein de choses. Donc bon, j'y bosse plus, je suis plus censé faire trop la pub, hein, mais voilà. Donc mon but de ce talk ce soir, c'est pas vraiment de dire ok à Google il y a ci, à Google il y a ça, parce qu'on peut retrouver beaucoup de ça. Mon expérience c'est une équipe de voilà, une dizaine d'ingénieurs parmi 40 000. On ne peut pas dire voilà, que c'est forcément tout applicable. Donc on est en 2025. Maintenant, beaucoup de choses ont changé depuis que j'étais à Google, y compris en dehors de Google. Principalement, on va dire, il y a eu beaucoup de maturité.
si on tous ensemble, là, vu qu'on a des siècles d'expérience, on se dit, OK, il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on avait comme pratique et qu'on compare. Maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Par contre, il y a des choses qui sont restées un peu les mêmes. C'est la division, alors pas à batch, a priori, une division des rôles souvent et de compétences entre les personnes qui font purement du dev, purement de l'ops, et les choses vont pas forcément s'en arrangeant avec les gens qui font purement de la data. Donc j'ai l'impression qu'on a on a un peu un nouveau rôle qui apparaît. Donc ça, c'est des choses qui, on va dire, étaient un peu invariantes comparées au fait que on a une nouvelle techno et ainsi de suite. Donc, comparé à Google, vraiment, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi, OK, on a le rôle de SRE, ça n'a pas trop changé à Google. C'est aussi une question de pression, on va dire, pression darwiniste, à différentes échelles. Donc la façon dont Google, embauchait des SRE et définissait des SRE, c'était selon 2 barres. Une barre en fait, qu'on doit dépasser pour être embauché en tant que SRE en tant que software engineer et un autre axe qui est plutôt un axe système, en se disant: «Bon, ben, quelqu'un qui est bon en software, mais pas forcément bon en système, on va l'embaucher plutôt comme un SRE SWE, plutôt du software et plutôt SRE système». Donc il y avait un peu ces différentes façons de voir les choses. Et ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on a 2 barres qui sont indépendamment assez élevées. Par contre, on va rechercher une combinaison de compétences. Donc c'est ce qui faisait vraiment le fondement du SRE, on va dire, c'est un peu ce positionnement aussi dans la définition du poste, dans la définition de, de ce qui est recherché par les RH. Côté, on va dire, en dehors des GAFA, vu que les échelles sont pas les mêmes, il y a quand même les raisons économiques qui poussent à différentes choses. On n'a pas besoin de manager autant de serveurs de la même manière. Ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est plutôt du platform engineering, c'est-à-dire, OK, bon, les gens vont, au lieu d'être des ingénieurs ultra spécialisés pour le cas de mon équipe, faire du load balancing ou du DNS, on peut avoir des gens qui vont être beaucoup plus à l'affût et à rechercher, bon, bah, il y a plein de technologies qui existent, et essayer de se dire, OK, bon, bah, pour notre use case, pour notre contexte, on a besoin de Kubernetes, on a besoin de Rancher, on a besoin de je ne sais quoi. Et on va dire le platform engineering va plutôt se poser comme un curateur de technologie, de se dire, bon, maintenant, on a envie d'appliquer ça, on a envie de déployer de cette manière. Il y avait des questions dans le Slack, pour les gens qui ne sont pas sur Slack, il y a les QR codes. Il y avait des questions sur comment on fait, par exemple, du feature flagging à Google. Il y a une façon de faire quasiment adoptée par tout le monde. Et voilà, les questions des plateformes engineering, des staffs comme nous, c'est plutôt, OK, bon, c'est quoi les bonnes pratiques? Quels sont les outils qui existent déjà? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème? Donc, qu'est-ce qui a été adopté, on va dire, dans le talk, je vais essayer de faire des comparaisons, en fait, qu'est-ce qui, à mon sens, manque et qu'est-ce qui a été bien adopté. Donc, d'un point de vue technique, on va dire, on a eu beaucoup de maturité. On a des offres cloud de services, on a des offres on-premise, on a Kubernetes maintenant pour tout ce qui est architecture résiliente, qui va se réparer toute seule. Au niveau observability, alerting, on est bien servi aussi. On arrive à faire des rollouts sans downtime. Il y a aussi la façon dont on architecture les applications qui a changé. On en a beaucoup plus en fait d'environnement stateless qu'avant, que l'application Java qu'il fallait déployer. Alors, je ne parle pas pour les banques, parce que j'ai des vents de bancaires où c'est pas encore ça. Après, bon, voilà, chacun ses challenges. D'un point de vue, sauf, on va dire, d'un point de vue managérial, il y a aussi beaucoup de changements. Les organisations s'orientent plutôt vers des organisations produits plutôt que les informaticiens, ils font des trucs. On va dire que c'est assez accepté maintenant qu'une équipe, la performance de l'équipe est jugée comme un ensemble. Donc voilà, par exemple à Ecos, avec beaucoup d'entreprises auxquelles on a discuté, les managers ils nous disent ouais, mais moi c'est pas du tracking individuel que je cherche, c'est vraiment améliorer mon équipe, sous-entendu avoir des indicateurs pour comprendre si mon équipe dans l'ensemble elle fonctionne bien, si mon système il fonctionne bien, plutôt que d'aller micromanager sur des petits points. Et là, ça va peut-être
complètement personnel, hein, c'est plutôt, ouais, à mon avis, où est-ce que dans l'industrie, on est encore un peu faiblard, où est-ce qu'on a des axes d'amélioration comparé à ce que j'ai pu voir, par exemple, à Google dans mon équipe, hein, ça reste une petite lorgnette. Euh, D'un point de vue développement, on va dire, ce qui est un peu lacunaire, c'est le design. Souvent, on va développer, mais on va pas forcément réfléchir en design en disant, OK, bon, on a peur du big design upfront, et on fait du développement agile, mais il y a quand même un espace pour designer des solutions, se dire, OK, je vais m'engager, et là, je vais engager toutes les équipes ou tous les collègues pendant 2-3 mois avec une façon de faire les queries, parce que bon, ben, on a besoin d'avoir un langage de query pour dire, je veux filtrer par bidule et machin. Et là, souvent, on va dire, ça manque un peu de design. On a tendance encore à se jeter dans des solutions. Et quand il y a des designs, souvent, ce qui manque, c'est un bon scoping, se dire, OK, bon, bah, c'est quoi les axes, les axes auxquels on va essayer qui vont nous servir à mesurer, en fait, si un choix est pertinent ou pas. Se dire, OK, est-ce qu'il y a les performances, il y a la maintenabilité, ainsi de suite, et se dire, OK, on a 3-4 options possibles, et souvent, en fait, c'est en faisant ce travail qu'on remarque que bon, il y a une nouvelle solution qui émerge, qui est des fois une combinaison de A plus B et puis C. Donc ça, je pense que c'est un peu manquant. D'un point de vue métriques, j'ai l'impression qu'on a des métriques assez souvent. Donc quand on va voir des équipes, ouais, on a des métriques. Et ça va se limiter à ce qu'il y a dans le SDK, dans une bibliothèque, plutôt qu'en ajouter avec des métriques beaucoup plus métiers, par exemple. Voilà, c'est les durées de certaines queries qui sont très importantes au lieu d'avoir un ensemble global. Donc, d'un point de vue analyse d'incident, l'analyse des causes racines, même pas trop, des root causes. Donc, on dire un problème, se dire, OK, plutôt que d'aller dire, OK, le job, il a un problème, se dire, OK, prendre un peu de recul, se dire qu'est-ce qu'on peut changer fondamentalement. Est-ce que le problème, euh, par exemple, on doit faire un peu de support, on va corriger une fonction localement et se dire, OK, mais en fait, c'est tout le système, c'est tout ce qu'on demande à notre client qui est peut-être à revoir, qui est peut-être un peu indu. Se dire, OK, il y a des améliorations un peu plus larges à la façon dont on travaille. Et surtout, quand il y a ça, quand il y a cet effort de fait, se dire, OK, bon, on va vraiment planifier, on va devoir mettre dans le backlog quelque part un changement. D'un point de vue, voilà, j'expliquais en tout petit, voilà, peut-être que ça, voilà, dans les cultures avec une roadmap et tout, c'est très difficile d'insérer ce genre d'éléments dans une roadmap. Du point de vue de la culture, quand vraiment SRE, c'est se dire, OK, au sein d'une équipe de SRE, qu'est-ce qu'il y a comme pratique qui existe à Google, mais pas forcément ailleurs? C'est d'avoir des team charters pour se dire, OK, mon équipe, elle travaille de cette manière. Si vous voulez remonter un incident, bah, vous ne m'envoyez pas un message directement en direct, parce qu'on va vous envoyer avec un message passif-agressif qu'on a déjà préparé en vous disant si vous voulez remonter un problème, essayez de rejauger, est-ce que votre problème il est plus important que X, plutôt que de m'interrompre. Se dire, OK, bon, il y a tous les collègues qui comprennent ça pour se dire, il y a une voie de communication privilégiée, plutôt que de se dire, OK, bon, j'ai un problème avec voilà, j'essaie de traduire ça avec avec mon job sur Kubernetes. Est-ce que tu peux m'aider? Non, non, bon, bah voilà. Je suis on call, il ne faut pas m'embêter. Je ne sais pas forcément marqué on call pour Kubernetes, qu'il faut venir me poser des questions qui sont beaucoup plus d'ordre de formation ou de connaissances. La notion de error budget, de SLA, SLO, je pense que ça commence à infuser, mais se dire, OK, c'est difficile aussi pour les ingénieurs de se dire, OK, bon, on va promettre qu'on va faire tant de queries, on va promettre qu'on a tant de temps pour répondre quand il y a un incident. Dans mon équipe, c'était 3 minutes, donc c'était assez militaire. Bon, il y a des trucs bien et pas bien, hein, mais c'est un peu ça. Et se dire quand il y a un incident, alors c'est peut-être dû à la taille. Quand on est on-call pour alors, toutes les requêtes DNS ou toutes les requêtes HTTP, on va dire si le service ne marche pas du tout,
Bien entendu, il y a des procédures, se dire, bon, voilà, il y a un chef qui dirige quand il y a un incident, plutôt que chacun essaie d'être un peu comme une partie de catch où tout le monde arrive avec sa façon de faire. Et enfin, voilà, vraiment, ce qu'il y a de spécifique dans les teams SRI que j'ai pas vu ailleurs, c'est la preparedness, on va faire des entraînements. On va se poser dans une salle, on va faire un jeu de rôle pour dire, tu reçois une alerte parce que tel système il est pété, qu'est-ce que tu fais? Et des fois, le pratiquer en vrai ou en jeu de rôle, ça permet justement de se dire, OK, est-ce que dans mes équipes, les gens comprennent les systèmes? Le but, c'est pas de cibler une personne, de se dire, ah, elle a mal appris, c'est de se dire, on est une équipe, on doit tous avoir des procédures, des façons de faire, un niveau de compétences et de connaissances sur le système. Donc ça, vraiment, alors c'est pas forcément facile à organiser, mais je pense que c'est quelque chose qui est très utile, surtout dans le but de construire un esprit d'équipe et se dire, OK, on est une équipe de prod. Donc nous, en tant que staff engineer, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc à mon avis, voilà, on va pas forcément dire, OK, soudainement, nos entreprises, elles doivent faire x10 en taille, comme ça on a les problèmes de Google. On n'aura pas jamais ça, mais il y a des choses forcément un peu plus directes, se dire aller voir les teams, aller les encourager, mettre des métriques sur leur applicatif spécifique. Quand il y a un événement spécifique, tu as pensé à mettre un compteur, comme ça, même quand tu développes localement, tu peux voir, plutôt que d'aller lire dans les logs, se dire, OK, bon, est-ce que ma nouvelle feature, j'ai vu un incrément. Parler un peu, voilà, dans vos entreprises, comment on gère le toil. Le toil, chez les SRI, c'est défini pour les petites tâches qui reviennent, qui sont récurrentes. Il faut effacer cette tâche qui plante et tout. Voilà, donc ça c'est le genre de petits trucs. Voilà, comment vous faites ça? Et voilà, parler d'analyse d'incidents, dans vos entreprises, c'est pas mal. Donc voilà, ça, je vais en parler rapidement. Maintenant, je suis externe à Google, je discute encore un peu avec des Googlers. Et qu'est-ce qui a changé chez eux? Ils en parlent un peu, ils se disent, OK, bon, maintenant, ils prennent une approche un peu plus, encore un peu plus scientifique, au lieu de se dire, on a un système qui empiriquement fonctionne, se dire, OK, bon, on va le modéliser avec des systèmes qui ont des actions, des interactions, pour identifier automatiquement les boucles de feedback qui peuvent poser problème. Ça a beaucoup lieu, à mon avis, parce qu'ils développent des systèmes, genre le cloud eux-mêmes, ceux qui le développent, plutôt que d'être utilisateur, on ne peut pas aller se pencher. Est-ce que vous avez eu ces problèmes? Là, on est obligé d'inventer ça. D'un point de vue AI, c'est pour faire la transition avec Echo. Ça, c'est plus mon opinion rapidement. À mon avis, il y a énormément de place pour tout ce qui est du tooling. Généralement, un script qui va redémarrer ce job sur ces 3 clusters si machin a lieu, avec des conditions un peu pénibles, les trucs qui sont. On a envie de sortir bash, on a envie de le faire à la main. Pour moi, là, il y a énormément d'utilité là-dedans. D'un point de vue troubleshooting d'incidents qui sont par nature nouveaux et tout, je ne suis pas certain. À voir. On peut leur faire jouer des jeux en disant, ah tiens, essaye de faire des pings et puis si ça marche, à mon avis, on peut encoder ça. Et ensuite, tout ce qui est les agents AI, moi, à mon avis, d'un point de vue security, billing, c'est beaucoup trop risqué pour ça. Et voilà tout pour moi. Ma part, c'est sur mon blog, il y a des petits outils si vous faites du monitoring avec Prometheus pour aller voir en tant que développeur, vous voyez en live votre process qui a ça. Et voilà, moi je suis complètement dispo pour discuter de tous ces topics. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir si on pouvait aller dans vos entreprises et discuter un peu ce qu'on peut faire pour mettre en place ce genre de pratique. Voilà. Tu peux regarder s'il y a des questions. Une minute pour des questions. C'est ça. Tu vas lancer le micro. Il se lance pour avoir une question. Je ne sais pas si ça fonctionne. Lyon, vous levez la main si vous nous entendez là. Ok, cool. Petite question. Donc, j'imagine que tu as travaillé aux États-Unis. À Londres. À Londres, ok. Quand tu es rentré en France, c'était à quelle époque? Juste pour... Brexit. Ok. Ça me dit pas là. C'était il y a 15 ans déjà? Non, c'était il y a 10 ans à peu près 10 ans là. D'accord. Je pense. Et est-ce que tu perçois différemment ou est-ce que tu as perçu ce que tu as lu quand tu étais à Londres chez Google
des staff engineers. Est-ce que tu peux faire une petite différence entre ce que tu as vécu quand tu travaillais à Londres et ce que tu observes en France, ou est-ce que pour l'instant tu as l'impression que c'est la même chose? Je sais pas, en Profite France, de l'expérience que tu as visité les deux pays pour. en France, les staffs, à mon avis, c'est un terme assez naissant encore, on va dire, mais dans le rôle d'avoir des ingénieurs qui sont un peu en retrait, qui sont là. Par exemple, quand j'étais à Google, c'était le début du cloud, c'était l'offre cloud. Donc, bon, bah, il y a Amazon qui prend plein de parts de marché. Bon, il faut vite faire quelque chose. Donc, il va falloir monter des équipes de SRI, il va falloir développer des nouveaux systèmes. Donc là, on a eu par exemple des personnes qui ont participé, qui étaient là au tout début de Google, qui sont venus, qui se sont dit, ah, on va monter des équipes. Et, ils sont là, ils étaient surtout là comme un peu managers. Les staffs purement techniques, la vraie, le vrai point en commun, on va dire, c'est tu te débrouilles pour motiver et prouver aux gens que ce que tu fais est utile, en fait, que tu as un projet. Par exemple, je pense à une personne dans mon équipe qui a un peu changé la façon dont on générait les configurations, parce que quand on a beaucoup de machines avec beaucoup de trucs, bon, ben, la génération de config, ça devient un problème scientifique quasiment en soi. Se dire, bon, bah voilà, comment on le fait marcher au sein de Google, parce que c'est pas comme si tu vas prendre un papier de recherche, je vais l'implémenter. Il faut se dire, au sein de Google, bah, on utilise par exemple Blaze, donc Bazel pour l'équivalent du Makefile, se dire, bon, bah, c'est le seul moyen réellement pour que les gens l'adoptent. Donc, il y avait un peu de ça, en fait, se dire, OK, bon, bah, en tant que les gens qui sont très seniors, ils doivent se dire, OK, il y a un problème, le problème, il est existentiel, il est grave, il est juste un problème d'engineering ou il nous coûte cher. Il faut être capable de un peu détecter le ROI, avoir un peu de voilà, c'est-à-dire, OK, bon, c'est quoi le problème? Combien ça va nous coûter? Est-ce que c'est faisable? Et ensuite, comment on le met en œuvre au sein d'un système particulier qui est celui de ton entreprise, où tu peux pas juste dire, ah bon, bah, j'aimerais utiliser GitHub Actions ou je sais pas quoi. Voilà. C'est-à-dire, OK, bon, bah, si je veux utiliser GitHub Actions pour de la CI et tout, alors qu'il n'y a rien qui fonctionne avec, bon, bah, va falloir construire tout ça en un projet et puis arriver à motiver. Donc pour moi, il y a les choses qui sont assez proches, c'est ça, c'est se dire, bon, ben, débrouille-toi en convainquant les gens et en récupérant une équipe au passage, quoi. Ok. Merci. Sachant qu'à Google, c'est surtout les stagiaires qui font le hard du travail. C'est un peu la blague, hein, mais si tu veux faire des trucs cool, vaut mieux être stagiaire. Il y a une question peut-être à Lyon ou oui. Yes, j'ai une question. Enchanté, Bastien. Je voulais savoir comment tu vois l'intégration des SRE dans une entreprise où il y a des feature teams ou des produits squad. Alors ouais, les SRE de Google, en fait, ils travaillaient, ils n'étaient pas dans toutes les équipes pour qu'un produit ait une équipe de SRE dédiée, il fallait qu'il ait une importance particulière. Ou sinon, c'était les ingénieurs eux-mêmes qui étaient en mode you build it, you run it, avec des SLA un peu plus relaxés en fait. Souvent, c'était une demi-heure. Donc moi, j'avais des gens, tu vois, ils m'en avaient 3 minutes, c'est-à-dire quand on allait au bureau, on disait aux collègues, je vais au bureau, tu n'y vas pas, on n'est pas tous les deux en même temps dans le même transport, ou ce genre de choses, quoi. Quand on est les équipes à 30 minutes, elles sont censées pouvoir se dépatouiller, comme tu dis, oh, bon, voilà un Kubernetes, tu te débrouilles avec ça, et si tu as besoin vraiment plus, bon, bah, tu vas demander à tes leads et tout, qui eux savent faire. Donc les SRE, par contre, ils intervenaient avec ces équipes-là, donc on parle de la partie un peu platform engineering, et il y avait du consulting gratuit, en disant, quoi, gratuit en quelque sorte, c'est-à-dire, bon, bah, vous allez lancer un produit, il y avait aussi certaines reviews, c'est-à-dire tu vas lancer un produit, tu dois passer par ces étapes-là, il y a une review d'engineering, tu vas devoir nous exposer ton design. Ça revient à faire des engineering reviews, se dire, bon, ben, la personne va défendre un peu son système et les équipes de SRE vont dire, bon, ben, nous, on va regarder comment tu as construit ton système, on va essayer de pointer les défaillances que nous, on imagine que le système aura, que ce soit des single point of failure, des problèmes de contention qui peuvent avoir lieu sur les accès, disques et ainsi de suite. Voilà. Et peut-être pour ajouter à ça, parce que moi j'ai été staff à Google dans des équipes où il n'y avait pas de SRE.
Donc, où justement, bah, on avait nous-mêmes les pagers. C'était aux États-Unis, donc il n'y a pas encore. On faisait ça les week-ends, sans forcément de compensation. Voilà, c'était pas pareil, c'était pas la même époque. Et du coup, il y avait beaucoup d'équipes SRE qui nous servaient vraiment de consulting, qu'on allait voir et qui nous aidaient à définir certaines choses, etc. Et quand en fait, ton produit réussit à avoir un certain nombre de requêtes, au bout d'un moment, tu pouvais réussir à avoir un SRE, mais c'est de l'or réussir à avoir un SRE dans ton équipe, quoi. C'était pendant un temps sur Google Maps, il y avait certains serveurs qui n'avaient toujours pas de SRE, quoi. Donc, voilà. C'est peut-être quelque chose qu'on s'en rend pas forcément compte. C'est l'échelle en fait qui est vraiment n'importe quoi. Se dire ok, il a un Google Maps ou voilà ou un App Engine, c'était pas forcément un truc très gros. Ben, merci, De merci rien. Lucas. Moi, j'ai parlé là-dedans et comme ça, tu peux passer ça à Anne-Marie. Donc, on va passer d'un écho à un autre écho. Et du coup, j'arrête et je représente pour représenter le bon. Oups. Je vais y arriver. Hop, voilà. Et du coup, Anne-Marie, qui est dans le machine learning depuis presque 20 ans, en fait. Oh, regardez. Mais depuis 2006, donc sûrement avant que ça devienne super à la mode, sûrement avant que pas mal de nous ne commencent à s'y intéresser. Ça fait bizarre, hein? Hasard total, quoi. Et voilà. Et en fait, elle a toujours alterné entre des rôles en pure machine learning, mais aussi en dev. Donc, elle a commencé avec une thèse en computer vision à l'école des Ponts Paris Tech, où elle a travaillé sur la reconnaissance d'images. Je lisais sur reconnaître les types de voitures. À l'époque, c'était novateur, hein, pouvoir détecter que c'était une Peugeot. Et puis ensuite, elle a continué en reconnaissance d'images avec le groupe Planorama. C'est une petite boîte. Une toute petite boîte qui après allait faire de la recherche d'images aussi et a commencé à faire un peu plus de dev. Et puis ensuite, retourner faire un peu plus du ML dans les équipes de recherche de ML de Criteo. Et puis en 2020, elle a rejoint Datadog, où là, du coup, on retrouve un peu plus entre dev et ML pour faire notamment de la détection, si je reprends, la détection d'anomalies pour DevOps, justement, donc en lien. Et puis récemment, similairement à Lucas, elle est partie vers une plus petite start-up et EcoAnalytics spécialisée dans la géolocalisation basée à Paris. Il va nous parler de comment l'IA redéfinit le job et le développement logiciel, ce que ça change dans notre manière de construire et d'interagir avec le software. Donc voilà, je te laisse. Merci Alice pour l'introduction. C'est bien parce que ça ne prend pas sur mon temps de parole pour la bio comme ça. Voilà, donc merci aussi pour l'invitation. Et on m'a demandé de parler d'IA et j'ai trouvé que c'était un sujet assez difficile parce qu'on en parle quand même beaucoup en ce moment. Et je me suis dit quel angle je vais prendre pour que ce ne soit pas répéter toujours la même chose, DeepSeek, machin truc. Et donc j'ai pensé à parler des contrats. Et ça, c'est un truc qui a commencé à me titiller depuis que j'avais entendu une keynote en 2015 à ICML, donc ça remonte un petit peu. Et donc, je ne vais pas parler de contrats légaux, je prends au sens légal, je prends la slide à l'envers. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques sur comment fonctionne une IA, je ne vais pas parler de comment est-ce qu'on va changer notre façon de coder en utilisant Copilot et compagnie. Je vais parler plutôt des contrats au sens du design de software. Quand on design nos systèmes, on définit des contrats quand on écrit des algorithmes. Donc, je vais repartir sur le développement classique en faisant des schémas, des simplifications extrêmes. Donc, voilà, disclaimer, je simplifie à outrance. Mais l'idée, c'est quand on écrit un algorithme, en gros, on écrit une fonction, on a des inputs et on va le transformer pour avoir des outputs.
Nous, notre job en tant que développeur, c'est d'écrire cette fonction et du coup d'écrire quel est le contrat, de faire une sorte de promesse. Quand vous me donnez ce type d'input, je vous donnerai cet output. Éventuellement, on a accès à l'intérieur de la fonction à des bases de données, donc on peut faire des choses assez complexes. Encore une fois, c'est très simplificateur, mais c'est pour dire on utilise déjà les données avant de faire du machine learning, mais on va le faire de façon assez déterministe. Et ce qui est important, c'est que ces fonctions, elles ne vivent pas toutes seules, elles sont toujours partie d'un système, et du coup, ces contrats, ils ont une forte importance. Et tout l'intérêt du software traditionnel, c'est qu'on a des contrats qui sont vraiment explicites, bien définis, on peut dire des contrats forts. Donc, par exemple, si on prend un site de e-commerce, alors c'est un hasard total que j'ai pris la Redoute, le même exemple que Hervé, mais si on prend le filtre classique où on navigue dans le système et on met différents filtres, on navigue dans les catégories, on met différents filtres, on va avoir un résultat qui est déterministe tant que la base de produit ne change pas. Ce qui permet pour les systèmes à grande échelle qu'on développe d'avoir de la fiabilité, je crois que c'est la bonne traduction de reliability, je n'étais pas sûre. C'est-à-dire que quand on a une erreur, c'est clair, c'est évident, c'est assez, on le sait, et c'est juste qu'on a fait une erreur au moment du développement, et il y a quelque chose qui manque, ou il y a une erreur matérielle quelque part. Disons que ça nous pète au nez, et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça facilite aussi le test. On peut rajouter un cas de test et augmenter la fiabilité du système. C'est assez simple d'écrire tous les tests qu'il faut pour valider le système. D'avoir des contrats forts, ça simplifie aussi la maintenance, parce que quand on a une fonction avec un algorithme bien défini, des entrées et des sorties, on peut assez facilement, si c'est dans une librairie, mettre à jour la librairie, on peut avoir confiance que tout ne va pas casser, ou alors on sera averti de façon assez explicite. Si on change la base de données qui est utilisée par le système de sélection des produits, a priori, on aura toujours les mêmes produits en sortie. Ça ne va pas changer du tout au tout. Et en termes de sécurité aussi, ça nous permet d'avoir des bonnes garanties parce qu'on a un comportement qui est bien défini. Donc, je n'ai pas un super exemple là-dessus, mais voilà, vous avez l'idée. Ceci dit, tout n'est pas aussi beau que dans la réalité. Donc, on a quand même ce qu'on appelle le DevOps, c'est-à-dire des tonnes de procédures de validation. Là encore, je simplifie, mais vous voyez l'idée. On a des systèmes qui sont même assez gros. Et quand on a un système, le code, ça reste une relativement petite proportion. Si on a des SRE, etc. C'est pas pour une raison, il faut maintenir l'infrastructure, surveiller le système en permanence, en entrée, en sortie, etc. Mais voilà qu'avec le machine learning, déjà, il y a un premier changement. Qu'est-ce qui change avec le machine learning? Au lieu d'écrire nous-mêmes la fonction, ce qui se passe, c'est qu'on écrit un algorithme qui permet d'entraîner ce qu'on appelle des modèles. Et donc, la fonction, ça va être un modèle avec ses paramètres, en gros. Et en soi, on ne sait pas ce que va faire exactement la fonction, comment elle va être définie. Ça va être défini par rapport aux données qu'on aura mis en entrée, en sortie. Et donc, évidemment, ce n'est pas le même type de fonction en général. C'est une autre nature de fonction. Ce n'est pas pour rien que ça a explosé avec la reconnaissance d'image, la reconnaissance de texte. C'est parce que c'est des fonctions qui sont difficiles à définir avec des règles. Est-ce que c'est un chat ou un chien dans cette image? Essayer d'écrire la liste des règles à partir des pixels pour dire si c'est un chat ou un chien, c'est un peu difficile. C'est beaucoup plus facile de faire d'avoir beaucoup d'exemples et de créer une base de données. Mais du coup, on n'a plus le contrôle sur comment la fonction est définie. Et les contrats qu'on a quand on met cette fonction dans un système plus gros, ils sont beaucoup affaiblis. Toutes les garanties qu'on avait quand on avait écrit l'algorithme et qu'on le maîtrisait, eh ben, on les perd. Donc là, je prends l'exemple d'un système de recommandation. On prend des images similaires, par exemple. Alors, ce n'est pas du tout ça que fait la Redoute, il faut imaginer. Là, ça a l'air assez déterministe, leur algo. Mais est-ce qu'une chaise est plus similaire qu'une autre? Honnêtement, c'est difficile à dire. Là, clairement, ils font abstraction de la couleur, mais deux chaises qui se ressemblent, voilà, c'est très subjectif. Et les problèmes qu'on a en machine learning, c'est toujours comme ça. Du coup, une erreur, c'est assez difficile à définir. Il y a des erreurs évidentes, mais qui ne vont pas pour autant faire péter le système à la figure. On n'a pas une erreur 404. On a juste une sortie débile donnée par l'algorithme. Donc là, c'est un gamin qui se brosse les dents et il dit qu'il tient une batte de baseball.
si jamais vous n'arrivez pas à lire. Donc, c'est des erreurs qui sont humainement faciles à définir pour nous, mais pour un système automatique, très difficile à détecter. Et ça, c'est qu'un problème parmi d'autres, parce qu'il y a aussi le fait que, par exemple, il y a du drift, et donc, si les données évoluent, il faut aussi mettre à jour le modèle. Et donc, le système par filtre de produits, éventuellement, de temps en temps, il y a une nouvelle catégorie de filtres, mais on n'a pas besoin de le mettre à jour tout le temps. Là, quand les données des produits évoluent, il faut aussi réentraîner le système. Parce que naturellement, tout seul, il va s'effriter. Donc, pour tester, on ne peut pas faire la liste de tous les cas où l'algorithme n'a pas marché, parce que de toute façon, on ne pourra jamais tous les lister. Donc, on est obligé de faire des tests statistiques et d'espérer qu'en fonction des besoins qu'on a, on est à 90-95% de réussite, suivant les cas d'usage. Ce ne sera pas les mêmes besoins. Mais en fait, on est obligé de définir des métriques statistiques de qualité pour le système. En termes de maintenance, on peut imaginer, je passe d'un modèle à l'autre, après tout, si ces deux modèles de classification ils font la même chose, j'ai juste à remplacer l'un par l'autre. Mais non, parce qu'en fait, il faut tout réentraîner, ce n'est pas les mêmes paramètres, etc. Et donc, on va s'énerver sur les data scientists qui passent des semaines à faire des expériences, parce que, en fait, on ne peut pas juste remplacer un modèle A par un modèle B, il faut refaire toutes les expériences et vérifier qu'on a bien les mêmes performances, d'où l'importance d'avoir une batterie de tests pour valider certaines métriques de qualité. Et à ce moment-là, on s'assure que les métriques, elles ne font qu'augmenter. En termes de sécurité, vous avez tous entendu parler des problèmes des adversarial attaques. Voilà, c'est un problème parmi d'autres, pour être honnête. Et je parle encore que des modèles de machine learning classiques. Là, c'est plus avec des modèles de deep learning déjà. Ça reste assez classique. On peut toujours trouver des moyens de mettre le système en berne. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a aucune garantie de correctness. Enfin, on n'est plus sur des contrats bien clairs. Du coup, en termes de DevOps, ce qu'on appelle MLOps, on a un système qui grossit. Le code prend une importance beaucoup plus petite. Ça, c'est un schéma qui est inspiré d'un papier qui a été fait par Google en 2015. Donc, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. Mais déjà, à l'époque, ils s'étaient rendus compte, parce que Google, ça fait quand même assez longtemps qu'ils ont des systèmes de machine learning en production, que le système, il a grossi pour tout vérifier, tout valider, notamment parce qu'il y a toute l'analyse de données, vérification, ingestion, toute la partie analytique, de calcul de statistiques, les tests, vous imaginez bien que s'il faut faire des tests statistiques, on ne va pas les faire sur 10 exemples. Donc, l'infrastructure grossit aussi, les problèmes de monitoring grossissent aussi, et tous les problèmes grossissent. Et on n'en est encore qu'au machine learning traditionnel. Maintenant arrivent les LLM, les agents, etc. Et bientôt, on nous parle des GI. Donc, on fait encore un pas en avant vers des systèmes encore plus ouverts, j'ai envie de dire. Limite, il n'y a plus de contrat, parce que quand on regarde les systèmes à base de LLM, ils ont été entraînés sur des volumes de données qui sont tellement énormes que maintenant, en fait, avec un prompt, on peut pratiquement générer une nouvelle fonction à la volée et dire, en fait, avec ce prompt, tu vas t'intéresser à ce type d'input et tu vas me donner ce genre d'output. Donc, le système de LLM qui a été généré, il peut pratiquement tout faire. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail avec les agents, mais l'idée, c'est qu'en plus, on va permettre à ce système d'interagir avec son environnement, d'en apprendre, etc., de prendre des décisions. Donc, on peut imaginer, on va lui demander d'écrire le code, de le pousser sur GitHub, de le déployer en production. Aucun souci, bien sûr. Et donc là, encore une fois, il faut se rappeler qu'on n'est pas en train de parler d'un modèle isolé, on est en train de construire des systèmes. Et dans la presse, on ne parle que de modèle, nouveau modèle, nouveau modèle, nouveau modèle. Mais un modèle n'existe jamais tout seul. Et l'idée qu'on va prendre un modèle et le mettre en production, c'est un peu construire une voiture en prenant un moteur et en lui rajoutant des roues. J'ai trouvé cette image assez rigolote. C'était dans un webinaire. J'ai mis les refs à la fin. Et c'est pas du tout ça. On est toujours dans cette idée qu'on construit un système et donc il y a plein de blocs qui discutent entre eux. Et donc, cette idée des contrats, je la trouve intéressante pour arriver à penser nos systèmes. Donc, si on revient sur les problèmes de reliability, typiquement, on va poser la même question au même auteur. Alors là, je n'ai pas posé deux fois la question, mais je lui demande est-ce que ce nombre est un nombre premier.
il me fait un gros calcul, il me dit oui, non. Et ensuite, je lui demande de faire le calcul parce qu'il m'a fait la décomposition en facteur premier. Je lui dis, fais-moi le calcul. Il me dit, ah, mais tiens, ça ne donne pas le même nombre. Et donc, il dit, ah, mais en fait, c'était pas. Du coup, c'est un nombre premier parce que la décomposition que je t'ai donnée, elle n'est pas bonne. Et donc, si je lui reposais la question derrière, il me dirait non, bien sûr, ce n'est pas un nombre premier. Ce qui montre bien que la définition de erreur, elle va dépendre même du contexte. Le même modèle, la même fonction qu'on a définie, une fois, elle va dire quelque chose, une autre fois, elle va dire complètement autre chose. Il n'y a aucun déterminisme, ça dépend du contexte, etc. Donc, pour la fiabilité, c'est moyen. Du coup, quand on veut tester ce genre de système, alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre des LLM en production. Pour l'instant, c'était juste faire joujou. Mais j'imagine même pas la quantité de tests qu'il faut mettre si on veut faire les choses de façon sérieuse. Du coup, c'est pas pour rien que actuellement, tout ce qu'on voit, c'est pas sur des choses critiques. On a quelques-uns qui ont des expériences. J'ai entendu un podcast où c'était le CTO de GoJob, un fondateur de GoJob. Donc, ils font une agence d'intérim et ils ont des IA qui font les conversations, qui discutent avec les intérimaires pour leur proposer les missions directement. Et eux, ils se sont rendus compte que oui, il fallait construire toutes ces stacks pour bien tester le système. Et donc, voilà, entre le prototype et la vraie stack, c'est 1 an de travail, quoi, avec une 60aine de personnes, quelque chose comme ça. Parce que sinon, potentiellement, ils donnent des conseils aux intérimaires qui ne sont pas les bons. Et quand on est sur des chantiers, il y a des vrais risques. Et ils se sont retrouvés avec la gendarmerie qui venait enquêter, pour des raisons d'accident. Donc, c'est pour dire, ouais, la quantité de tests, elle augmente encore. Je n'ai pas refait le schéma à la fin, mais il faut imaginer que sur des systèmes critiques, il faut quand même être très, très prudent. Pareil sur la maintenance, on ne peut pas échanger 2 modèles ensemble. Donc là, j'ai posé la même question à ChatGPT. Il était beaucoup plus fort que c'était Claude, l'autre. Parce qu'il a su tout de suite que c'est un nom premier, mais en fait, c'est parce qu'il utilise, il a un petit agent qui va exécuter du code pour vérifier. C'est beaucoup plus facile. Donc, il me raconte tout un truc, genre il va faire un calcul, et puis en fait, derrière, il appelle une fonction SIMPI. Et oui, ce qui est important, c'est qu'en termes de maintenance, passer d'un modèle à l'autre, en fait, c'est impossible de prédire quel va être l'impact sur le système. Encore une fois, on est obligé de passer du temps à tester les différents modèles, et donc il faut être hyper organisé. Moi, j'ai envie de dire, c'est intéressant d'avoir des gens avec un arrière-plan scientifique dans ce genre d'équipe, parce que on est en mode, il faut tout tester de façon bien organiser ses expériences. Donc, il y a des outils, évidemment, pour aider à ça. Mais ça complique énormément la maintenance. Et enfin, en termes de sécurité, je pense que c'est assez évident. Il n'y a pas besoin de trop creuser. Mais mettre un tel système en production, ça implique de rajouter énormément de tooling tout autour pour valider les effets des hallucinations, pour un chatbot s'il est toxique, etc. Donc ça va complètement dépendre de ce qu'on est en train de construire. Alors, je ne vais pas vraiment parler du rôle de staff, etc. Mais je me dis, nous, en tant que software engineer, staff aussi, comment est-ce qu'on peut intervenir? Moi, je pense que ça va être évidemment au niveau du design. C'est important, moi, je pense de voir ces différents niveaux de contrat dans les choix qu'on fait en fonction de la criticité de ce qu'on va développer. Faire bien attention à quel est le niveau de force du contrat qu'on va choisir. Savoir que entre un système de machine learning classique et un LLM, quelque chose, plus on ouvre le contrat, plus il y a de risques. Potentiellement, le modèle peut faire tout et n'importe quoi. Si on fait des modèles, choisit d'utiliser des LLM ou des contrats plus ouverts, il faut s'attendre à tout. Et donc, rajouter tous les garde-fous qu'il faut autour pour contenir le système, quoi. Et donc, investir dans le monitoring et tout ce qu'il faut pour les systèmes de sécurité. Donc, j'ai mis quelques notes en référence. Donc, mes inspirations, une keynote de Léon Botou. Il y a un blog post de Andrei Karpathy, c'est Software 2.0, qui est pas mal. Il y en a qui ont fait une sequel avec ça. Il y en a plusieurs sur sequel Software 3.0. Et voilà, quelques exemples. Et le webinar qui m'a inspiré sur l'histoire du moteur avec des roues.
Et voilà, bon, maintenant on peut en parler. Merci pour votre proposition. Je te remercie. Tu as dit qu'il y avait des outils pour organiser ton travail. Tu pensais à MLflow, Weight and Basis ou Ouais, des... ce genre d'outils. Ok, merci. Ouais, Lucas. Est-ce que est-ce que si, en posant des questions à un LLM, des questions qui sont beaucoup plus fermées sur un set beaucoup plus simple, genre donne-moi, par exemple, dis-moi si ce code change il est risqué ou pas, est-ce qu'on aura de meilleurs résultats en fait, à ton avis? Est-ce que c'est sur ce genre d'application qu'il faut commencer ou il faut se faire la main ou pas du tout? Honnêtement, je ferais moyennement confiance. Et ce que font les gens souvent maintenant, c'est qu'ils vont poser la même question à plusieurs LLM et vérifier qu'ils donnent la même réponse ou des choses comme ça. Mais non, tu peux jamais faire confiance comme ça. Après, si tu l'as vraiment fine-tuné pour ça, oui, tu peux augmenter ta confiance, mais c'est toujours des questions statistiques et donc tu as toujours besoin de te faire une base de test qui correspond à ton cas d'usage avec plein de questions et vérifier, demander à des humains de vérifier les questions. Alors, demander à des humains, peut-être de moins en moins, on commence à en sortir, mais des armées d'annotateurs, on n'en parle pas beaucoup, enfin, on en parle un petit peu par-ci par-là quand même. Il y en a toujours pas mal. Et des annotateurs de plus en plus intelligents. Bonjour et merci Fabien. J'ai 2 questions pour toi. Tu peux en répondre qu'à une si tu veux. La première, c'était donc tu parles de tests statistiques pour vérifier la qualité en fait du modèle qu'on est en train d'utiliser, enfin des systèmes qu'on est en train d'utiliser. On sait qu'un réentraînement, ça coûte cher. À quel moment, enfin, est-ce que tu sais comment les boîtes définissent en fait leur politique en termes de bah là, on a baissé de, je sais pas, 5, 10, 15%, c'est acceptable ou pas, versus le prix que coûte un réentraînement? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend tellement des entreprises et de ton cas d'usage que il faut faire le calcul, quoi. C'est tout. Déjà, il y a le coût en temps d'entraînement. Je sais qu'à Criteo, on réentraînait en gros toutes les 6 heures. Et ils avaient fait quelques calculs. Alors, on ne regardait pas trop au coût parce que c'était pas vraiment ça le problème. En fait, on pouvait déjà. Criteo, c'était suffisamment optimisé pour savoir quel était le coût de la perte qu'on avait. On mesurait directement combien ça nous coûtait quand le modèle il était moins bon. Et la raison pour laquelle on entraînait toutes les 6 heures, c'est qu'en gros, ça nous prenait un peu plus de 4 heures à ce moment-là pour entraîner un modèle. C'était il y a longtemps, hein. Mais je pense que ça n'a pas énormément changé. Ouais, peut-être ça a beaucoup changé, je ne sais pas. Mais voilà, s'ils avaient pu faire tout moins, ils auraient fait moins, en fait. OK, merci. Et la deuxième question, c'était justement par rapport à ces tests qui sont du coup un peu différents de ce qu'on voit dans le software engineering classique. Est-ce que toi, tu as vu dans les boîtes dans lesquelles tu t'es passé ou tu es actuellement, l'émergence de nouveaux postes ou de nouveaux rôles, notamment dans la QA? Parce qu'on est vraiment sur d'autres types de tests, d'autres outils, d'autres choses à tester. Alors non, j'ai pas vraiment vu de rôle spécifiquement pour ça. Alors clairement à Criteo, c'était un peu le jus, le beurre, quoi. Enfin, sur quoi on vivait. Donc on avait une armée de data analystes qui regardaient en permanence les chiffres pour voir quand ça allait pas. Et sinon, c'était nous, l'équipe recherche scientifique, qui étions là pour définir les métriques, et il y avait des projets entiers sur des mois pour définir des meilleures métriques. Je vous propose, si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'on a une question à Lyon ou pas peut-être? Non, nous, on n'a pas de questions. Ça marche. Merci. Merci. Et puis l'avantage, c'est que si vous inscrivez dans le Slack, vous pouvez continuer les conversations sur Slack. Donc voilà, Anne-Marie, Lucas et Nicolas et Théotime sont tous sur le Slack Staff 42. Donc n'hésitez pas à continuer la discussion.
Donc, merci Anne-Marie. Puis, du coup, on va passer au dernier. Je vous laisse vous connecter. J'ai arrêté mon partage pendant que, du coup, je l'ai oublié. Voilà, les micros, et puis vous passerez. Donc, en fait, pour la fin, on a même droit à 2 speakers à la fois. Théo Tim et Nicolas de Back Market. Donc, Théo Tim Lévesque, qui est Principal Engineer à Back Market. Voilà, je vais quand même vous présenter, même si pas mal de gens ici vous connaissent. Théo Tim, depuis 6 ans, en fait, j'ai appris que en fait, est le premier profil non dev, mais plus plateforme qui a été embauché à Back Market il y a 6 ans. Puis après, ça a grandi en grandes équipes. Il a passé 6 ans à justement scaler cette plateforme dans justement une hyper croissance de Back Market. Donc, si vous allez prendre une bière avec Théo Tim, pourra vous raconter ces histoires de Black Friday et pas mal d'anecdotes. Des trucs sûrement intéressants à échanger avec Lucas aussi sur toutes ces expériences de plateforme. Et avant ça, il est passé aussi par les US, un petit moment à New York et Dailymotion. Passionné d'architecture, de performance platform engineering, mais aussi un moteur indispensable pour Staff 42. Donc voilà pour Théo Tim. Et Nicolas, qui est, beaucoup connaissent sûrement ici, qui est aussi principal à Back Market, mais depuis 1 an. Donc Qui a c'est pas ses intéressant. lunettes et qui galère. Et du coup, c'est intéressant, on va voir justement leur expérience d'une personne qui arrive en tant que principal et quelqu'un qui était là depuis le début. Avant ça, il était principal à Doctolib. Et avant ça, il y en a beaucoup trop pour tout citer. Et voilà, il a eu plein de rôles différents, que ce soit en freelance, en ESN, startup, grand groupe, de dev, de faire pas mal de Java, à du CTO, DG, founder, voilà. Ou vous pouvez peut-être le connaître comme organisateur de Devox, Exactement. voilà, qui va se passer en avril. Voilà, je vous laisse, Yes. ou je continue encore parce que c'est Non, toujours pas vas-y, bon. vas-y. Théo va commencer et c'est juste. Voilà, et je passe le deuxième micro. Ils vont parler de l'expérience de Principal à Back Market. C'est juste que. Rebonjour à tous. Bon, il faut 2 principals pour une paire de Ouais. slides. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Alors pour nous, on a un petit challenge aujourd'hui. C'est une présentation qu'on avait, on l'a quand même modifiée, rassurez-vous, mais c'est une présentation qu'on avait fait en 45 minutes à Cloud Nord. Et donc là, on va essayer de la faire en 15 minutes. Donc on va regarder avec beaucoup de vigilance Alice dans les yeux et on va essayer d'espérer qu'elle ne lève pas trop vite les pancartes pour le timekeeping. Yes, magnifique diaporama. Voilà. Bon, Ça arrive tout de suite. on est bon. Super. Alors, on va... Hop, magnifique. Donc, on va commencer par se présenter. On avait une intro qui était très longue sur le staff engineering qu'on va faire plutôt en pas accéléré. On pense que vous êtes assez familier avec la discipline. Et de toute façon, on va vous renvoyer pas mal de références qui vont vous permettre de creuser pour ceux qui voulaient en apprendre un peu plus aussi sur le staff engineering. Alors, on va commencer vite fait par présenter. Finalement, Alice, tu l'as déjà fait. Je vous propose qu'on aille rapidement dans le contenu de la présentation. Ouais. Donc, rapidement, on repassera vite fait sur Staff Engineering et on va aller se concentrer très rapidement sur ce qui est le cœur de notre présentation, ce dont on voulait parler aujourd'hui. Le passage de main entre un CTO cofondateur à un ou une senior exécutive. Donc, le passage d'une personne qui connaît tout le monde à une personne qui ne connaît personne, mais qui probablement a déjà fait au moins 50 fois le travail qu'elle va qui va s'occuper. Et on va vous parler un petit peu du rôle des principal engineering, particulièrement dans ce contexte-là. Magnifique. Juste à main levée, qui se définit dans la salle comme staff engineer? À peu près tout le monde? Ouais. Tout le monde ne lève pas la main. OK. Rapidement, ce que nous, on a vécu, c'est, ce qu'on vit encore, c'est qu'on vient tous les deux du développement. Alors, sur les 72 années, moi, je dois contribuer pour 27 ou 28 années. J'ai commencé en 97, donc ça fait beaucoup. Et on a vécu, en discutant, le départ de ce sujet-là, c'est en discutant tous les deux, on s'est rendu compte qu'on est arrivé dans des entreprises où on a grandi autour d'entreprises et on a croisé des CTO fondateurs. Et on est arrivé après et on intervient après, et c'est surtout ça qu'on voulait vous raconter. Dans des entreprises qui ont 100, 200 ou 300 développeurs. Et comment on impacte, comment on aide les autres staffs, comment on mentor. Essayer de vous expliquer un petit peu la façon dont on bosse au quotidien, à travers l'organisation.
Donc, staff engineering, on le disait, on ne va pas refaire l'explication de la discipline. Vous allez juste nous entendre répéter inlassablement le mot impact, qui finalement, à lui seul, peut peut-être résumer la nature de ce qu'on fait, se concentrer sur l'impact, multiplier l'impact aussi au travers des autres, plus au travers des autres d'ailleurs que de nous-mêmes la plupart du temps. Et si vous voulez voir un peu plus sur la discipline, pour ceux qui sont encore nouveaux sur le staff engineering, on vous a mis 2 vidéos qui expliquent très très bien le rôle, que vous pouvez retrouver juste ici. On vous les partagera les liens évidemment dans Slack également. On ne va pas se lancer dans une grande explication de la discipline. En revanche, on va un peu vous parler du career track. Finalement, Hervé l'a montré tout à l'heure au travers de Batch, c'est assez similaire dans ce qu'on observe, en tout cas dans les GAFAM, mais aussi dans les scale-up. Chez nous, à Back Market, il n'y a pas de différence non plus. On est ingénieur, on grandit dans son expérience. Il y a plusieurs niveaux intermédiaires qui prennent des noms différents selon les entreprises, intermédiate, senior, medium, senior 1, senior 2. On n'a pas été très créatif avec Market, c'est senior 1, senior 2. Et ensuite se pose la question de est-ce que je vais faire du management? Est-ce que j'ai envie de continuer à multiplier mon impact? Ou est-ce que je reste en tant que senior 2? C'est une vraie possibilité, on insiste là-dessus. On n'est pas obligé de continuer à monter dans des rôles différents. On peut continuer à s'épanouir, à grandir au sein même du rôle. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pousse chez nous. C'est 2 voies distinctes, mais 2 voies qui poussent, quoi qu'il arrive, vers du leadership, vers finalement un impact qui va se retrouver au travers des autres et qui ne se limitera pas, en tout cas pour chez nous, nécessairement qu'à la technicité. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une question d'impact sur l'organisation, une question d'impact sur d'autres leaders également. Et ce qui est intéressant, donc chez Docto, moi j'ai fait ça presque 3 ans, et là ça fait plus d'1 an chez Back Market. On se retrouve rattaché directement au CTO, et dans l'organigramme, on parlait de level avant qu'on démarre cette présentation, on est au même niveau que les directeurs VP of Engineering. Chez Doctolib, on avait vraiment, on a 3 à être embauchés la même année, et notre mission c'était vraiment impacter toute l'entreprise et check and control des directeurs. La volonté du CTO et du VP de l'époque, Nicolas Deneyer, c'était d'avoir des personnes transverses pour aider, contrôler ce que faisaient les directeurs. C'est très intéressant comme impact, sans qu'il y ait aucune relation hiérarchique. Et donc, on se retrouvait dans des situations à devoir vraiment impacter la roadmap sans aucun mandat, et simplement en arrivant à convaincre les gens. Chez Back Market, on est 2 principaux aujourd'hui. Et on a en dessous d'autres seniors staff et staff. Et on travaille directement avec Dawn Baker, la CTO, qui est l'ancienne de Google d'ailleurs. Voilà. Alors, ça diffère nécessairement selon pas mal d'entreprises, mais c'est important ce qu'a dit Nico. Nous, on a une question chez nous, il y a une question de scope of impact. Staff engineer, ça va vraiment être plusieurs équipes. Senior staff, ça va être l'ensemble du département, et principal, on considère que c'est au niveau de l'entreprise, donc on doit avoir de l'influence sur des départements qui n'ont pas de ressources techniques. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc notre métier commence à vraiment changer, on va dire. Comment on devient principal? Alors, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de certification. Enfin, on peut vous en vendre une si vous voulez nous donner de l'argent. On a 2 expériences en fait. Et puis on connaît d'autres personnes qui sont senior staff ou peu importe le titre. 2 expériences différentes. L'expérience de Théo, qui est de grandir en même temps que l'entreprise. Donc lui, il a connu une Back Market il y a 6 ans et demi, jusqu'à une entreprise aujourd'hui où il y a 700 personnes, dont à peu près 280 côté produit et tech. Et pour ma part, moi, c'est plutôt, je suis la personne qui vient de l'extérieur et qui a déjà vu le film plusieurs fois et qui apporte un regard extérieur. Donc, on a 2 points de vue différents qui forcément apportent du coup à l'entreprise 2 regards différents. Ouais. On essaie d'être complémentaires là-dessus et ça marche plutôt bien. Alors, du coup, à quoi on sert et qu'est-ce qu'on fait? Ça, les gens ont beaucoup de questions. L'impact, pour nous, en fait, c'est notre façon de fonctionner. On travaille par influence, donc on n'a pas de mandat de manager. Ce qu'on fait, ça peut être parfois des choses urgentes, importantes et très courtes, et ça dure une semaine, ou des fois ça va être des mois. On a une variété de projets. La chose qu'on a en commun, c'est qu'on ne nous demande pas de faire les choses. Donc, première chose, c'est que nous, on doit anticiper, on doit se mettre à l'affût et au courant de ce qui se passe dans l'entreprise.
détecter les problèmes avant que ça devienne des vrais problèmes, et avoir la posture appropriée pour, quand on sait que quelque chose va mal partir, intervenir. Donc pour ça, stratégie et tactique. Exactement, ouais. Et anticiper, c'est pas facile, mine de rien. Ça nécessite d'avoir un peu les yeux partout. C'est quelque chose qui, des fois, est un peu sous-estimé dans la discipline staff engineering au global. Mais d'avoir de la reach, de connaître les gens, de savoir ce qui se passe, d'être capable de capter des signaux faibles. Ça, c'est un temps relativement important qu'on passe au quotidien. Et c'est assez important. Alors, sélectionnez votre activité. On a essayé de vous faire ça sous un menu un peu Netflix. On a droppé plusieurs aspects de notre travail. Bon, le lunch, on l'a mis, c'est hyper important finalement. Très français, Ouais. Bon, il y a beaucoup d'anglicismes, vous nous pardonnerez un petit peu la chose. Donc, le lunch est assez important. On vous l'a mis là, finalement, c'est pas du tout anodin. Pour nous, c'est un réel moment où on peut attraper certaines personnes et avoir des vraies discussions avec eux, parfois même les influencer. On pense souvent aux execs, ils ont un emploi du temps qui est extrêmement rempli. Pour nous, en tout cas, c'est le cas. Donc, c'est le meilleur moment pour les attraper, leur poser des questions, essayer de parler de certains sujets dans lesquels ce serait relativement impossible dans d'autres cas. Il y a plein d'autres activités, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, ce qu'on va aller chercher dans chacune de ces activités, c'est toujours une question d'influence. Et pour avoir un impact sur un sujet précis, quasiment tout le temps, vous retrouvez d'autres disciplines, mais le HoloLens, par exemple, on vous l'a mis ici. Le HoloLens, c'est pas juste y participer et parler un peu à tout le monde pour se faire un maximum d'amis, c'est souvent aussi pour y parler. Moi, j'ai chanté au dernier Tu as HoloLens. chanté au dernier HoloLens, effectivement. Alors moi, j'ai eu la bonne idée de me mettre en vacances pour absolument éviter Tu m'as ça. lâché. Mais voilà, c'est un peu ce que vous pouvez retrouver dans les différentes activités. Ouais. Alors nous, on est deux principaux aussi qui ont un profil un peu leadership. Vous retrouvez les archétypes dans les livres, encore une fois. Je pense qu'on est en étant des direct reports de CTO, on a un peu cette capacité à l'étendre un peu son autorité quelque part des fois. Encore une fois, sans levier managériaux. Donc, je vous laisse ici quand même pour vous l'ayez en tête. J'ai mis Focus Time. Ça, c'est plus un rêve qu'autre chose, mais on essaie, comme tout le monde, de se garder un Focus Time. Bon, ça nous fait un placeholder au moins pour d'autres meetings. Ouais. Notre agenda est intéressant. Je fais souvent à stalker ce qu'il fait et lui fait pareil. Et puis on se crée des meetings pour avoir un peu de temps de focus. Mais en vrai, on arrive à gérer son emploi du temps sans trop de soucis. Moi, perso, sur mon agenda Google, je pourrais vous le montrer, j'ai des codes couleurs pour me rendre compte quand je passe trop de temps sur certains sujets. Et j'ai une grande tendance à skipper des meetings ou à revoir après et à gérer mon temps. Ce matin, j'étais au bureau, j'avais un problème à résoudre. Je discutais avec des gens et je voyais que en fait, ces gens sont au 7e, moi j'étais au 2e. Donc j'ai fermé mon ordinateur, j'ai pris l'ascenseur, je suis allé au 7e. Ils étaient en train de me parler sur Slack, puis je suis arrivé à côté d'eux en disant c'est quoi ton problème? Donc j'aime bien faire ça. Profiter du fait qu'on se voit en vrai, c'est important. Et puis travailler en remote. On a pas mal de one-one et peut-être pas autant que certainement les managers. On intervient sur le recrutement. Il y a des moments, comme disait Théo Team, on est avec des non-tech côté exec. Donc dans notre agenda, on force un petit peu des rencontres. Au début, les gens se demandent pourquoi on vient leur parler. Ça prend du temps, créer une relation de confiance. Et aussi, on travaille dans les équipes. Moi, je m'occupe beaucoup de la partie front-end chez Back Market. Donc, travailler dans les chapters, travailler sur les steer calls, les gens qui influencent et qui travaillent sur la roadmap, travailler sur la partie produit, gérer des incidents aussi, c'est super intéressant. Voilà, donc on a pas un agenda type et surtout, un truc important, personne ne nous dit ce qu'il faut faire. Et même entre nous, d'ailleurs, c'est très rare qu'on se dit fais ceci, fais cela. On travaille vraiment en autonomie, mais par contre, ça fait du bien de partager des problèmes ou de discuter ou d'avoir un regard extérieur. Donc, on est plus à parler entre nous pour échanger, mais on avance sur notre agenda, sur notre roadmap. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est important en fait. Finalement, c'est assez cool, entre guillemets. Je ne sais pas quel qualificatif utiliser d'autre que cool, mais c'est cool d'être en autonomie. Par contre, c'est extrêmement dangereux. On est en zone grise en permanence. Il n'y a pas d'objectif, c'est pas clair. La plupart du temps, on ne sait même pas quel est le sujet. Des fois, le problème est technique, mais en fait, on commence à le regarder, il ne l'est pas du tout. Il y a un problème organisationnel, il n'a pas été identifié.
C'est à nous de rester lucides. Alors, c'est aussi pour ça qu'on discute énormément, et pas que entre nous, avec tous les staffs, et même bien au-delà dans la tech. Parce qu'en fait, en étant en autonomie, en zone grise en permanence, on peut aussi se planter très fort. Donc, il faut mettre un peu son ego de côté et essayer de choper un maximum de feedback tout le temps. Si on se concentre sur du coup les différences entre un principal engineer et CTO, on a en fait finalement, comme vous le voyez sur ce slide, l'agenda, on va dire, et la manière d'agir d'un early stage CTO est très comparable à celle d'un principal engineer. Le seul vraiment grosse différence, c'est qu'évidemment l'un aura le levier managérial et des activités administratives, alors que nous, on sera émancipé de cette contrainte. Mais on n'aura plus non plus ces leviers-là. Donc, il va falloir être capable d'influencer, de convaincre sans avoir aucune forme d'autorité immédiate. Alors, certains diront qu'on a un mandat. Ça se débat. Il n'est pas toujours reconnu comme tel par tout le monde, il faut l'avoir en tête. Donc, on doit être vraiment plus sur de l'influence en permanence, contrairement à un CTO. Donc, les choses prennent plus de temps. La question, c'est comment on travaille avec un CTO. Moi, j'ai 2 expériences à vous partager. On n'est que sur de l'influence, donc je vous le répète encore une fois. On est quand même sur une relation un peu de symbiose, c'est-à-dire que CTO a un axe management que nous, on n'a pas. Donc, il y a des décisions dans une entreprise, ça doit passer par une voie de manager. Il y a d'autres décisions, on passe par l'influence. Et nous, en fait, on est sur la partie influence, on est vraiment sur le bras armé dans une entreprise. Là, on a 3 stacks front-end et on va aller vers une seule stack front-end. Donc, ça prend 1 an à migrer, à convertir les développeurs et ainsi de suite. Avec Théoteam, là, on pousse pour faire un peu de Golang dans l'entreprise. On travaille sur ce genre de sujet de fond et puis on travaille aussi sur des sujets beaucoup plus courts, notamment sur la partie roadmap produit. On est vraiment en ce moment à impacter la façon dont les gens du produit font leur roadmap, donc ça n'a rien à voir avec un travail d'ingénieur, mais on fait ce travail-là parce qu'en fait, si ça vient de la partie CTO, ça va être perçu comme quelque chose qui serait imposé, alors que quand ça passe par notre biais, on arrive à la même finalité. Par contre, il faut être patient et on ne réussit pas tous les coups. Il y a des fois, ça ne marche pas. Comment on fait pour anticiper? Là, c'est une grosse question. En fait, cette question, elle n'est pas si anecdotique que ça. On le disait tout à l'heure, avoir un réseau en permanence, être capable de se construire une image mentale de où est l'entreprise et où est qui ou telle ou telle personne dans l'entreprise, c'est hyper important. Finalement, c'est un des conseils les plus importants qu'on peut donner sur la présentation, c'est ayez une carte mentale en permanence de votre entreprise, de qui influence quel sujet, qui a besoin de quoi, comment fonctionnent les choses, quelle est la priorité de la boîte, quelle est la priorité de tel ou tel département, est-ce que c'est aligné, oui, non, comment, etc. C'est ce qui nous permet d'allonger aussi la reach de la CTO avec qui on travaille. La grosse différence avec un VP, on travaille encore une fois au même niveau, en tout cas chez nous à Back Market. La vraie différence qu'il y aura entre les insights que nous on va donner à la CTO et celle d'un VP, c'est qu'il n'y a pas plusieurs layers de management. On va aller directement potentiellement toucher un interne qui vient de rejoindre l'entreprise depuis 1 mois, etc. Donc on a des feedbacks qui sont très différents, très profonds. Et donc c'est pour ça qu'on a, et vous l'avez vu sur l'agenda, beaucoup de plages qui sont de one-on-one, beaucoup de plages qui sont assistées à certains rituels, etc. C'est assez important. Ça va être dur le temps. On va aller rapidement sur celle-là, mais on a un débat, nous, on n'est pas tout à fait d'accord sur est-ce qu'un CTO sera un bon principal ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Ça, c'est sûr. Si vous regardez les différences, on en a parlé, la reach, le leadership, la technicality. Alors, il y a plein d'anglicismes, mais la reach, en fait, est vraiment l'élément que nous, on va hydrater le plus au travers de notre réseau, qu'un senior exec n'a pas, au contraire d'un fondateur. En fait, la casquette de fondateur, moi, j'ai connu avec Jessie et Yvan chez Doctolib et avec Quentin, qui est l'un des fondateurs techniques de Back Market. 3 personnes, 3 profils similaires. Les 3 ont fait des boîtes qui pèsent assez sur le marché. Les 3 ont travaillé 10 ans chez Doctolib et 9 ans pour Quentin. Les 3 sont des développeurs talentueux, productifs, malins, qui font que ils commencent tout seuls et ils finissent avec des boîtes qui pèsent plusieurs milliards et avec 200 ou 300 personnes. Et les 3 ont tenté d'être CTO et gérer les gens, et les 3 ont step back en disant c'est pas pour moi. Et les 3 ont embauché des gens à l'extérieur.
donc un Canadien pour Doctolib, et puis maintenant c'est Alex qui vient des États-Unis, qui est chez Docto. Nous, c'est Don Baker qui vient, pareil, une Américaine qui vient chez Back Market. Et les trois ont reconnu que gérer 200-300 personnes et faire grandir une entreprise, c'est un autre métier que de construire une entreprise. Et moi, perso, j'ai pas envie et je ne serais pas capable de faire ce que fait Don, et Théotime est d'accord avec moi. Ça demande des compétences, ça demande un savoir-faire et une expérience pour pouvoir scaler une entreprise, déléguer et faire en sorte que ça marche quand même et que l'entreprise n'aille pas dans le mur et ne fasse pas n'importe quoi. Et personnellement, je suis convaincu qu'il faut les deux. Avoir que des CTO techniques, mais qui ne font pas quelque chose en tant que principal, c'est compliqué. Alors que des principals, ça serait aussi une mauvaise chose, quoi. Et dans des entreprises plus petites, souvent les deux rôles sont convergents et sont mélangés, c'est très bien. Et après, quand une entreprise devient plus importante, la charge de travail devient compliquée. Et de pouvoir séparer le management et le leadership et d'avoir deux rôles distincts, en vrai, c'est beaucoup plus facile pour l'entreprise. Mais c'est des problèmes qui se posent à une échelle, à mon avis, de 100-150 personnes, quoi. Mais peut-être qu'ils se posent dans des entreprises plus petites, mais je suis moins convaincu. Et si on vous parle du coup plus de la transition vraiment entre un cofondateur et un CTO, exactement comme le disait en fait Nicolas, on l'a essayé de le représenter avec des graphiques très très simples, mais un cofondateur connaît tout le monde. Dans beaucoup d'entreprises, même des scale-up à une taille de plus de 200-300 employés, après on a même rencontré 100% peut-être des employés qui sont sous son département à minima pour un CTO. Donc en fait, la reach, on n'a rien à lui apporter. En tant que principal là-dessus, c'est pas notre rôle. En fait, c'est pas réellement là où on a de l'apport. L'apport, il va être justement plus sur une seniorité technique ou sur des capacités leadership. Si on a déjà travaillé dans des très grosses entreprises tech, on va aller amener cette compétence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à l'arrivée d'un senior exécutif, en fait, c'est tout l'inverse. Comme le dit Nico, Dawn, elle a déjà vu 50 fois le film. En fait, par contre, elle ne connaît pas la culture de l'entreprise, elle ne sait pas quelle personne joue quel rôle, elle ne connaît pas les tactiques Elle est arrivée il y a 2 ans. en place. Elle est arrivée il y a 2 ans chez Back Market. Et donc, du coup, nous, on lui ramène cette chose qui n'avait pas d'intérêt avant, au moment d'un cofondateur. Et donc, c'est là que c'est intéressant. En tant que principal, l'un des plus gros challenges, en tout cas, moi, le mien qui est là depuis 6 ans plus de 6 ans à Back Market, ça a été de faire le switch immédiatement, très rapidement, et au moment où Dawn arrive, de réaliser que ce que je vais lui apporter n'est plus du tout ce que j'apportais au CTO 2 semaines plus tôt. Et ça, c'est très, très dur à faire le switch dans la tête, à arriver à comprendre ça, le matérialiser et surtout l'expliquer aux gens qu'on avait à influencer dans des directions différentes avant. Donc là, ça c'est vraiment une période assez compliquée. On peut quand même vous donner des petites astuces et on va en accélérer un peu, mais les astuces qu'on peut vous laisser ici, c'est justement au moment d'une transition, si vous avez un senior profile qui arrive et qui remplace un cofondateur, si vous allez faire cette bascule-là, construisez un fichier, en fait, tout simplement, avec des insights que vous pouvez donner à cette personne-là. J'ai mis un template qui est très opinionated. Je pense que chacun peut avoir son template. Mais l'idée, c'est très simple. Il y a ce sujet-là, une description simple. Quelles sont les conséquences négatives sur l'entreprise ou sur le scope? La charge mentale que ça représente pour moi, parce que les deux, ça peut être très différent. Ça peut être quelque chose qui me prend vraiment la tête, mais qui n'a pas réellement d'impact pour l'entreprise et inversement. Et suggestion forte, contrôle, influence, concern. Est-ce que ce sont des sujets que vous contrôlez? Est-ce que c'est des sujets que vous pouvez influencer ou des sujets qui sont très stressants, mais sur lesquels on n'a pas de prise? Donc ça, c'est quelque chose qui aide énormément à prioriser certains sujets pour un senior exec qui arrive à Back Market. Dans ce cas, nous, ça nous a énormément aidé. Suggérer des actions, évidemment, juste là, remonter juste des problèmes sans suggérer des solutions. Ça, c'est sans dire que c'est un autre. Principal, entre senior, staff et principal, moi, ce que j'ai senti comme différence, c'est tu dois voir les problèmes avant qu'ils arrivent. Tu dois me parler du problème, tu dois me parler de la solution, tu dois exécuter la solution et t'assurer que c'est un problème. Et à la limite, c'est juste une discussion autour d'une machine à café. Et ce que tu fais, évidemment, réussit. Tu ne mets pas la boîte dans le mur. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Les one-one qu'on a avec Don, c'est pas pour lui. Bon, on peut parfois lui demander du support, mais c'est surtout pour avoir du feedback et elle nous traite d'égal à égal et elle nous challenge, bien entendu, parce qu'elle aussi, elle a des inputs que nous, on n'a pas. Mais plus vous êtes expérimenté et plus on attend que vous soyez autonome et que vous trouviez une solution. Il faut être créatif, il faut être malin. Et puis, c'est rarement technique. Et la plupart du temps, on doit l'influencer elle également. Ça va sans dire, mais ça nous arrive quasiment tout le temps. Dernière chose, on a mis aussi pour les messages, quand on
on représente des personnes qui font partie des groupes de leadership dans beaucoup de situations. Donc, il ne faut absolument pas personnifier le message, mais toujours, comment dire, plutôt que de dire ma CTO m'a dit de ou la CTO veut que vous fassiez, etc. Faire partie du message, faire partie du groupe de leadership, absolument resserrer les rangs et ne surtout pas l'isoler dans les messages qu'on donne. Ça paraît un point de détail, mais en termes de communication, vu qu'on est très souvent dans les positions à communiquer à des grosses audiences, c'est hyper important de rester vigilant là-dessus. Écoutez, si jamais vous vous retrouvez dans cette période de transition, en fait, c'est assez important de poser les bonnes questions parce que le temps avec elle est assez limité. Donc, au moment de la transition, elle a 30 minutes et ça, on se reverra peut-être pas avant la semaine d'après. Petite astuce que j'utilise énormément, ça vient d'une série New Amsterdam, c'est quand je débarque dans les équipes, c'est comment je peux t'aider. J'ai piqué cette idée, bon, alors, j'en fais pas non plus des caisses, mais je la sors de temps en temps et les gens sont assez étonnés parce que du coup, ils vous racontent des trucs, ils vous dévoilent et ils vous parlent. Le nouveau qu'on vient de recruter sur le SEO vous explique que là, on fait vraiment n'importe quoi. On apprend plein de choses, quoi. Et les gens comprennent bien que vous n'allez pas non plus faire des miracles, mais ça marche plutôt bien, quoi. Et ces questions-là sont orientées, si je les résume à leur quintessence, en fait, demander à quelqu'un de nous dropper sa charge mentale, c'est quelque chose que tout le monde adore. J'en suis sûr. Si vous allez à la machine à café et quelqu'un vous dit parle-moi de tes problèmes, je suis sûr que vous allez commencer à parler, mais de manière interminable. Et en fait, ces questions-là, on peut les résumer à ça. Juste demander c'est quoi tes problèmes, quelles sont tes priorités, comment tu veux faire des choses, etc. Et un C-level ne déroge pas à la règle, hein. Ça va pas s'arrêter. Donc voilà, contribuer, on l'a dit, on va pas se répéter, mais on doit contribuer absolument à influencer la stratégie, donc pas juste la comprendre, pas juste l'écouter, la qualifier, mais c'est important pour nous évidemment d'y contribuer. Euh, je pense qu'on peut globalement s'arrêter là. Voilà. Parce que là, Alice, tu vas nous gronder très fort si on continue. Elle dure 45 minutes, hein, la version longue, hein. Là, c'était juste la bande-annonce. Voilà. Ouais. Voilà. Merci bien, c'est passionnant. Et peut-être qu'on peut commencer s'il y a une question à Lyon, parce qu'on arrive à la fin du temps et ici, en fait, on aura le temps de discuter pendant assez longtemps avec Théotime et Nicolas. Donc, je ne sais pas si à Lyon, vous avez une question. Une question rapide sur les staff, senior staff, etc. C'est quoi la chaîne de management du coup? C'est le CTO qui gère ça en direct? La CTO a donc uniquement donc nous deux, les deux principals, et un senior staff en report. Et les staff engineers sont rattachés des directeurs. Chose qui était différente chez Doctolib, où on était 8, 3 vrais principaux, les 5 apparentés, on va dire, canal historique, mais les 8 étaient rattachés à une seule personne. En vrai, j'ai vu les deux systèmes, je n'ai pas de préférence. Je pense que c'est quand même intéressant d'être détaché des directeurs quand on doit être leur contrepartie pour les contrôler, sinon évidemment c'est compliqué. Et c'est parfois sain d'évoluer ou de revoir le système. Docto a pas mal grandi et moi j'ai connu un système voilà, qui a aussi évolué au bout de 3 ans. Et chez Back Market, on est plutôt bien. Ouais, à Back Market, alors moi j'ai poussé pour l'apparition de Staff Engineering à Back Market en l'ayant pitché avec ce que j'ai observé aux US sur le temps que j'ai passé à travailler aux US. Et donc moi je vais pousser très très fort pour que chaque niveau de staff soit rattaché à un certain niveau de management pour qu'il démultiplie aussi l'impact et la reach de ces niveaux de management en fait. On vous a parlé de la collaboration entre les principaux et les CTO. Et en fait pour moi la même chose se passe au niveau VP et directeur. Si on leur rattache des staffs, le staff va permettre de démultiplier la reach et parfois même l'impact de ces managers. Donc, on a poussé dans ce sens-là. Il y a effectivement, comme l'a dit Nico, il y a plein de manières de travailler. Ça marche bien. Enfin, à Back Market, ça aide beaucoup les managers qui ont un staff rattaché parce que, en fait, forcément, il peut dropper des sujets qui sont en zone grise, pas complètement identifiés, pas clairs. On ne sait pas comment on va le tacler. Et aussi parce que les staffs ont plus de bandes passantes. Donc, ça permet de tricher un petit peu de temps en temps pour certains managers, au travers des staffs, au travers des senior staff, de pouvoir les utiliser pour toucher certains sujets qui ne rentreraient pas dans la fameuse roadmap quoi, dont on a parlé déjà, quoi. Merci. Je ne sais pas, on peut faire une question rapide. Une question.
Là, moi, c'est plutôt par rapport à l'influence, parce que j'ai un gros problème avec l'influence, c'est que moi, je dois influencer pas ma boîte, mais les autres boîtes qui sont nos clients. Et du coup, les niveaux hiérarchiques est pas du tout le même. Est-ce que vous avez quelques conseils, à part lire des bouquins de négociation du GIGN? Tu veux tenter, tu veux répondre? Alors, elle est dure ta question. Elle est dure pour nous deux particulièrement aussi parce qu'on est, bah, on est en marketplace, donc on fait quand même une partie B2B, mais on est rarement dans une position à influencer les sellers. Nous, notre influence se limite à les messages de communication qu'on doit envoyer aux sellers pour certains sujets techniques, on va dire. Là, on va faire une telle maintenance, etc. Bah, en fait, il va falloir que tu expliques aux sellers qu'on va shut down complètement leur accès parce que ça va être plus efficace, ce genre de choses. On n'a pas de Là, je contact parle direct. juste de l'influence, hein, pas de déborder de la boîte. Ouais. Alors, sur l'influence, ouais. Des lectures ou des trucs, des choses qui vous ont aidé un peu à améliorer. Moi, je dirais de lire beaucoup de choses sur le critical thinking. Alors, ça paraît hors sujet, mais l'écoute active, comprendre exactement ce qu'une personne veut dans une discussion, qu'est-ce qu'elle est en train de penser, comment je peux l'aider, quel est son intérêt au travers d'une discussion dans telle ou telle posture. Je pense que c'est un truc qui est vraiment, moi, c'est personnellement un truc que je pense beaucoup de gens sous-estiment. Beaucoup de gens qui se parlent mais qui ne s'écoutent pas. Je pense qu'un truc vraiment important quand on est staff plus, et voilà pour tous les niveaux de staff, c'est de réellement comprendre qu'est-ce qui se passe tout de suite maintenant dans cette discussion et quel est son enjeu pour cette personne et pour l'autre personne, pour moi-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ouais, vraiment est sous-estimé. Enfin, je pense qu'on devrait dépenser tous un peu plus d'énergie quand on a une discussion avec quelqu'un pour s'engager réellement dans cette discussion. C'est le seul conseil que je pourrais donner à mon niveau là-dessus. Sur l'influence, en fait, on n'aura pas de levier d'influence si on n'est pas capable de les détecter. Et c'est pour ça que l'écoute active, elle est vraiment hyper importante, quoi. Ok, merci. Bon, allez. Spécialement, Let's go, dernière question. Alors, merci pour le talk. Et ma question était similaire, mais est-ce qu'il y a un framework pour l'influence? Est-ce que vous avez des techniques qui fonctionnent et que vous Alors, répétez? Je pense qu'on pourra peut-être écrire les choses qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Plus je vieillis, moins la technique est importante. Et pourtant, paradoxalement, quand j'ai fait les entretiens d'embauche pour rentrer chez Backmarket, Backmarket c'est du Python, moi je viens du monde Java, et je sortais de 3 ans de Ruby, et je dis en entretien, bah moi je ne suis pas développeur Python, et évidemment je vais faire un entretien avec 2 personnes très sympas qui ne me connaissent pas, bonjour, et on me propose un exercice en Python. Donc je ne l'ai pas fait, je l'ai fait en Scala, et je leur ai expliqué, on a fait des tests, et ainsi de suite, et j'ai dit c'était qui tout double, soit ça passe, soit ça casse. Je l'ai fait parce que je suis plus âgé, et puis si ça n'avait pas marché, ça n'aurait pas marché, quoi. La partie technique, c'est important, mais ça devient de moins en moins important. Après, ce qui est important, c'est de se créer un réseau, de travailler avec des personnes, d'être vrai. C'est-à-dire que si vous commencez à truander les gens, ça ne marche pas. Donc, il faut être vrai, il faut accepter de se planter. Exemple, il y a une semaine, j'ai retiré des pages en pensant qu'on ne s'en servait pas. Évidemment, on s'en servait. Et le CEO a dit vendredi, c'est qui a retiré ces pages-là? Et j'étais absent vendredi. Donc lundi, je lui ai expliqué, c'est moi. Et du coup, on a discuté. J'ai augmenté mon influence, je l'ai contacté. J'ai fait un gros apologize sur le Slack avec des smileys. Voilà, donc les gens se sont marrés. Mais vous voyez, donc voilà. Donc il y a une partie technique, une partie d'anticipation. Moi, je travaille énormément avec les personnes. Donc là, ça fait 1 an que je suis chez Backmarket et ça y est, je pense être opérationnel et à une hauteur où je peux influencer, mais ça m'a pris presque 1 an. J'ai fait 3 mois de back-end, j'ai fait du Python, j'ai fait beaucoup de front-end cet été, et en septembre, il y a une équipe qui n'avait plus de manager, donc j'ai fait engineering manager à temps partiel pour gérer une équipe, donc j'ai fait les 3 trucs. Et là, on m'a dit, est-ce que tu veux être manager? Je dis non, j'arrête. Là, je voudrais faire de principal, s'il vous plaît. Mais par contre, ça m'a permis de créer un réseau. Et chez Docto, c'est pareil. Quand on est arrivé, David Gageot nous a demandé explicitement, il dit, écoutez, on se revoit dans 3 semaines. Je voudrais que vous m'expliquiez comment, quand je fais une prise de rendez-vous sur Doctolib, comment le rendez-vous arrive dans la base. Je veux que vous m'expliquiez tout de A à Z avec Loïc Michel qui était avec moi. Et donc, pendant 3 semaines, on a vraiment fait les développeurs, les SRI, les gens du produit. On a rencontré plein de personnes pour se créer en fait une influence et commencer à se faire connaître. Et puis jouer carte sur table en disant moi je connais pas ton système, explique-le-moi. Donc c'est un gros travail où il faut se forcer à se créer ces moments pour aller voir les personnes.
C'est hyper important. Et pour moi, parfois, je vois un peu l'image de jardinage. Et Théo Team est plus en ce moment, par exemple, à travailler avec les C-level, donc le COMEX, les directeurs. Et moi, en ce moment, là, je travaille plutôt, pas à la mine, mais entre guillemets. Mais ça change selon la temporalité, les trimestres, les problèmes qu'on doit résoudre. Et les gens ne sont pas étonnés de voir parfois Théo Team qui fait une pull request sur le monolithe, et puis 10 minutes plus tard, Théo Team qui parle sur la roadmap avec le COMEX. Il faut que les gens comprennent qu'en fait, on se balade et notre influence, elle se construit comme ça. Il faut avoir envie de parler avec les gens, il faut être plutôt sympa. Il faut être pas trop mauvais techniquement, même si c'est pas indispensable. Et il faut avoir envie d'aider les gens. Moi, je pense que si on aime bien les gens, on a envie de les aider en général, ça se passe bien, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Une petite dernière question. Ah oui. Que fais-tu si la personne ne veut pas être influencée? Enfin, En fait, c'est assez intéressant comme question parce que ça montre qu'on se concentre sur le moment où on est censé l'influencer. Alors que déjà, probablement, ça se prépare longtemps à l'avance. Je prends un exemple concret. On n'a pas de sujet en ce moment avec le marketing. Enfin, si. Bon, imaginons qu'on n'a pas de sujet avec le marketing, mais on doit les voir, on doit mettre des rituels récurrents pour qu'on commence à construire une relation de confiance, commencer à se parler, de se parler de ses problèmes, etc. Et le jour où on va avoir besoin de s'influencer, du coup, déjà, on a déjà, entre guillemets, potentiellement déjà le rituel, mais aussi la confiance. On va pas, bonjour, je m'appelle Michel, etc. Ok, génial. Non, en fait, c'est déjà fait, on est déjà dans une relation, donc on peut commencer à aborder immédiatement le sujet. Donc moi, je dirais que l'influence, elle se construit avant même le moment où on doit influencer. Il faut l'approcher plus stratégiquement. Mais sur le moment où une personne qui ne veut pas se laisser influencer, ben en fait, je dirais que c'est quasiment 100% des cas. En fait, quand on arrive pour influencer quelqu'un, c'est que généralement, on veut le faire changer de direction. Les gens n'ont pas besoin de nous. Voilà. Donc alors après, il faut être capable d'apporter de la valeur au même moment à cette personne-là. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je parle de comprendre ce que la personne pense, ce qu'elle a envie, ce dont elle a besoin, etc. Donc c'est facile d'amener de la valeur en même temps que d'orienter dans une direction qui est celle où on veut aller. Alors attention, on n'est pas des manipulateurs pour autant. On parle vraiment d'influence, c'est pour pousser vers une direction. La plupart du temps, on avance quand même dans la même direction. Mais peut-être que les manières de faire ne sont pas exactement celles qu'on voudrait, etc. Donc, c'est là où, encore une fois, comprendre son interlocuteur et être capable de lui amener de la valeur en même temps que la valeur qu'on veut en dégager. Merci. On pourrait y passer toute la nuit. Merci beaucoup.